Bien, bonjour à tous. Alors, j'ai pas compté les occurrences depuis le début de la matinée, mais en tout cas, le terme cas d'usage, je crois qu'on l'a quand même beaucoup entendu. donc, ravi d'animer ce panel pour venir vraiment illustrer et montrer la valeur de l'intermédiation par les cas d'usage. Donc, on a 4 secteurs aujourd'hui qui sont représentés. Nassima Ouvré, vous êtes directrice de la confiance numérique chez Orange Business. Bonjour. Alexandre Cohen, vous êtes directeur de Vermin Immobilier. Thierry Desforges, vice-président chargé du numérique à la FNSEA. Bonjour. Et Paul-Émilien Huardel. Alors sur le papier c'est écrit AED, System Manager, mais c'est arrivée et départ. System Manager au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est jamais facile de déterminer qui commence, mais je me disais, ça serait quand même agréable de replonger dans l'ambiance des Jeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Paul-Émilien, arrivée-départ, quand on voit le terme, on se dit c'est simple, non? Est-ce que c'était vraiment le cas dans le cadre des JO? Vous m'entendez? Oui. Le nom de notre département est assez pragmatique. On gère effectivement les arrivées et départs. Simple non, au final. Dans le cadre de nos opérations, on était en charge de l'accueil des un peu plus de 100 000 accrédités pour lesquels nous devions un service. Paris 2024, c'est 600 000 accrédités au sens large. Nous, on était en charge que d'une toute petite partie, donc environ 100 000. On peut passer les slides, peut-être. Je ne vais pas vous rappeler ce que c'était Paris 2024 en termes d'image, mais en gros, les objectifs, les services que l'on mettait en place, c'était assez simple au final. On avait des services dans les 27 ports d'entrée qui étaient activés pendant les Jeux, donc à la fois des aéroports et des gares répartis à Paris et dans toute la France, parce qu'il y avait des compétitions pas uniquement à Paris. On avait des services notamment de meet and greet en porte de sortie d'avion pour nos clients les plus VIP, disons. On les accueillait en sortie d'avion, on les accompagnait jusqu'à leur véhicule qui les emmenait ensuite vers leurs hôtels, leur lieu d'hébergement. On avait aussi des parcours dédiés à l'immigration et au contrôle de sécurité pour faciliter le transit des accrédités dans les différents ports d'entrée. Un service d'accréditation sur les aéroports de Charles de Gaulle et d'Orly. Les personnes étaient en mesure de se faire accréditer en attendant leur bagage en salle de livraison bagages pour faciliter leur première expérience dans le cadre des Jeux. Et le cœur aussi de nos services était à la fois la mise en place des services de transport. Alors pour tout un ensemble de populations, c'était les athlètes, leurs encadrants, les acteurs des fédérations internationales en charge de l'organisation des compétitions sportives, les médias et diffuseurs télé. Pour ces différentes populations, on avait des services qui étaient assez différents, plus ou moins exclusifs, disons. Certains avaient accès à des véhicules personnels, certains à des navettes dédiées et certaines uniquement un service de transport, mais on était en charge, transport public, mais on était en charge de leur mettre à disposition un type de transport. Donc, ça paraît simple sur le papier de distribuer un pass Navigo, mais quand on parle de 50 000 personnes sur une période de 3 semaines, c'est un peu plus complexe. Sachant que notre dernier service aussi était la prise en charge des bagages et équipements sportifs pour les populations d'athlètes spécifiquement. Donc pour vous donner quelques chiffres, on parle de 15 000 athlètes sur les Jeux Olympiques et Paralympiques qui peuvent venir avec une valise cabine, mais pour certains avec une perche, un javelot, un kayak. Et débarquer dans les différents ports d'entrée. Dans ce cadre, on a mis en place un système d'arrivée-départ. Donc c'est un système d'information qui nous a permis de collecter tout un ensemble d'informations sur les allées-venues de ces 100 000 et quelques accrédités pour, au final, notre objectif étant d'organiser leur première et leur dernière expérience dans le cadre des Jeux. Alors peut-être un peu de détails sur le système justement, comment vous l'avez, comment c'est né, comment vous l'avez pensé, comment vous l'avez mis en œuvre. Yes, bien sûr. Donc le système, on parle d'ADS, l'Arrival and Departure System. Il était composé de deux grandes fonctionnalités et puis deux grandes interfaces. Ce qu'on appelle le portail client, qui était ouvert à un peu plus de 2000
de 1200 utilisateurs. On peut revenir à la slide d'avant, où on avait à peu près 2000 utilisateurs, donc c'était à la fois des comités nationaux olympiques et paralympiques qui étaient répartis partout dans le monde, et aussi des diffuseurs télé, des NBC, des OBS, l'Olympic Broadcast System, qui est en gros une organisation qui est en charge de réaliser les images des jeux, et ils viennent à peu près 8000 personnes dans le cadre des jeux. Donc ça fait des grosses organisations qu'il a fallu former à l'outil pour qu'ils nous mettent un maximum d'informations dans l'outil et que l'on puisse ensuite planifier nos opérations en amont et également les opérer le jour J. Ça c'était sur la partie collecte des informations, et sur la partie reporting, on a mis en place un portail dédié à ça, auquel un peu plus de 800 utilisateurs avaient accès pour consulter l'information. Et là, on peut peut-être passer à la slide d'après, où justement on a essayé de mettre en place un outil qui était le plus facile d'utilisation et le plus à jour possible. Donc, dans ce cas, on a aussi développé avec One des flux de données nous permettant de récupérer des informations sur les vols qu'allaient prendre nos utilisateurs. Donc, ça nous permettait d'avoir une information qualitative déjà. Notre première inquiétude, c'était d'obtenir de la part des différentes organisations qui venaient partout dans le monde, encore une fois, de l'information clé. Et pas qu'une organisation nous dise « j'arrive le 10 août au terminal X de Charles de Gaulle », qui n'existe pas. Le premier point, c'était vraiment d'avoir de la donnée qualitative en récupérant notamment à partir d'un numéro de vol, d'une date et d'un aéroport d'arrivée, toutes les informations qui nous étaient utiles, le terminal, l'heure, d'avoir aussi une vision sur les potentiels retards ou avances des avions dans le futur pour qu'on puisse après ajuster notre plan opérationnel le jour J. Donc en termes d'information aussi, dans nos processus, ce qu'on récupérait, c'était aussi la porte de débarquement des avions pour qu'on puisse aller chercher la personne effectivement à la sortie de son avion pour ensuite l'accompagner à son transfert. Le tapis bagage, on récupérait aussi ces informations pour potentiellement mieux utiliser nos ressources à la fois humaines et matérielles, car on était dans un environnement budgétaire assez contraint au final pour ne pas faire exploser la facture. Donc ça, c'est le premier flux que je matérialise en haut. On a aussi mis en place un flux qui montait de notre système ADS vers les systèmes d'aéroports de Paris pour pouvoir leur partager tout l'aspect reporting de manière automatique, que ça puisse être réinjecté dans leur système pour qu'ils soient le plus autonomes possible dans l'exploitation des données que l'on avait collectées. Et du coup, là, sur la deuxième partie de cette slide, là, je schématise un peu nos services en aéroport. Dès que l'avion arrive, on accueille les personnes. Nos équipes protocole étaient en charge d'accueillir les personnes en sortie d'avion, et ensuite de les accompagner dans tout le processus qui est mis à l'écran, la date d'accréditation, puis de transport et potentiellement de logistique si les personnes étaient éligibles au service. Nous, l'équipe arrivée-départ, on était vraiment en coordination. On était en coordination sur tous ces ports d'entrée pour faire en sorte que cette expérience soit la plus fluide possible pour ces populations qui sont assez exigeantes, tout en sachant qu'une des complexités, là on parle vraiment beaucoup des arrivées, en gros les personnes arrivent à partir de 10 jours avant la cérémonie d'ouverture de manière diffuse, on a certains jours de pic, mais notre gros challenge dans le cadre des arrivées-départs, c'est vraiment les départs, parce que après la cérémonie de clôture, tout le monde a fait la fête, tout le monde a envie de rentrer vite chez soi, et dans les 3 jours, il n'y a plus personne. Donc les 100 000 et quelques personnes sont reparties dans les 3 jours, et c'est là aussi où on a voulu mettre en place ce système pour essayer d'anticiper au maximum ces mouvements, rassurer nos partenaires, que ce soit Aéroports de Paris, la SNCF, les services de l'État qu'on matérialise aussi à l'écran, pour avoir un maximum d'informations qualitatives et partagées au plus grand nombre. Et donc ça concernait à la fois des acteurs internes, dans toutes les icônes que l'on a à l'écran, ça représente des équipes dédiées au sein du comité d'organisation, mais à la fois externes et aussi d'autres acteurs, typiquement nos équipes hébergement, les équipes des villages olympiques et paralympiques, qui étaient intéressés pour savoir en termes d'accueil de leur délégation, avoir une vision sur les infos d'arrivée des avions. Ça leur permettait aussi d'ajuster leur planning opérationnel sur le terrain pour faire de l'allocation de ressources du mieux possible.
Peut-être sur la mise en œuvre du projet, temporalité, grandes étapes, assez rapidement. Yes. Alors le projet nous avons été accompagnés par un prestataire, un éditeur de logiciel spécialisé dans ce secteur qui a commencé à travailler avec nous début 2023. Nous avons, à l'été 2023, eu tout un ensemble de test events dont vous avez sûrement entendu parler, notamment un événement de triathlon juste un an avant les Jeux, où nous étions déjà déployés. Nous avons testé une version pilote du système ADS pour voir comment ça s'utilisait sur le terrain, comment on arrivait à collecter les informations auprès des différentes organisations participantes. Et ensuite, nous avons travaillé une version 2 qui a été mise à disposition des différentes organisations en avril 2024. Entre fin 2023 et 2024, on a mis en place cette nouvelle version de l'API avec Hub1 pour optimiser les informations que l'on récupérait. Donc voilà, coup d'envoi en avril, cérémonie d'ouverture le 26 juillet, et nous avons commencé à opérer en utilisant les données de l'ADS à partir de la mi-juillet, à peu près 10 jours avant la cérémonie d'ouverture. Super. Peut-être un dernier mot sur, on l'a lu un peu, mais sur les bénéfices aussi pour les utilisateurs. Yes, de parler la même langue, parce que du coup on est dans le secteur de l'événementiel, on est souvent, comme dans plein d'autres secteurs, sous pression, notamment dans le cadre de l'accueil des délégations en aéroport. On avait ça nous a permis d'avoir des éléments concrets à discuter lors des différentes phases de planification, à la fois à J-7, J-2 et le jour J, pour s'assurer que tout le monde parlait la même langue et avait les mêmes informations et pouvait délivrer le bon niveau de service aux différentes organisations, que ce soit les équipes transport et logistique qui travaillaient beaucoup de consorts pour mettre à disposition le bon nombre de véhicules. Ça nous a permis d'anticiper au mieux, et je prendrai l'exemple, et j'en ai parlé un petit peu plus tôt ce matin avec certaines personnes. On a eu, dans le cadre des Jeux paralympiques, 2 vols charters du comité national paralympique chinois qui sont arrivés à 2 heures d'intervalle au terminal 1 de Charles de Gaulle, avec notamment 50 personnes en fauteuil roulant sur ces deux vols. Sachant que le terminal 1 n'est pas le meilleur, le plus accessible des terminaux. On avait, il me semble, une batterie d'ascenseur pour faire descendre ces personnes au niveau où les véhicules pouvaient récupérer ces personnes en fauteuil roulant. Et le fait d'avoir un maximum d'informations suffisamment en amont nous a permis de se mettre tous au même niveau d'information, à la fois les équipes arrivées des ports, transport, logistique, et aussi des aéroports de Paris, et notamment aussi leurs prestataires d'accessibilité, pour fluidifier au mieux le processus en aéroport. Super, merci. Je pense qu'on va garder les questions pour la fin. Je ne doute pas qu'il y aura plein de questions sur le sujet. Nassima Auré, je me tourne vers vous. On va parler médias avec le Trusted European Media Data Space. Finalement, quels sont les objectifs de TEMS, et puis dans quel contexte est-ce que ça s'inscrit ? Alors déjà, bonjour à tous et à tous, je vais commencer par le contexte, et un contexte d'actualité, c'est la lutte contre la désinformation. Donc on sait que les réseaux sociaux sont aujourd'hui des vecteurs en fait, de propagation des fake news. Sans grande surprise, c'est pas un scoop, l'IA générative a été un accélérateur. Il y a pas mal d'études en ce moment qui ressortent autour de cela. Et si je dois juste vous donner quelques chiffres, il y a une étude d'Onclusive qui est sortie récemment et qui a vu qu'en l'espace de quelques mois, entre septembre et octobre, 2 mois, on est passé de plusieurs dizaines de milliers de fake news à plusieurs millions. Et c'est que le début. Et associé à ça, on voit aussi maintenant des sites en fait, qui sont générés par l'IA et qui génèrent automatiquement des fake news. Donc ça, c'est un peu le contexte. Donc TEMS, c'est quoi ? Donc c'est un data space qui est destiné aux médias, qui a été créé alors, dans le contexte de la politique de la Commission européenne, et notamment dans ce contexte de stimulation de l'économie de la donnée, donc avec la création d'un certain nombre de data space sur plusieurs verticales.
Thames, je dirais qu'il y a deux principaux enjeux et volets, alors qui ont été mentionnés tout à l'heure. Donc sur la partie data space, on a parlé de compétitivité. Donc ça c'est un vrai sujet, c'est comment valoriser les données dans le secteur des médias, avec tout le contexte que je vous ai partagé tout à l'heure. Et le deuxième, c'est pour le T de Thames, qui est le trusted, c'est pouvoir le faire dans un environnement numérique de confiance. Donc derrière environnement numérique de confiance, ça veut dire quoi? Alors c'est pas que de la sécurité, c'est aussi pouvoir s'assurer à tout moment qu'il y a un contrôle, il y a une maîtrise finalement du devenir des informations et des données. Donc derrière il y a aussi des enjeux d'authenticité. Il y a aussi des questions en fait d'éthique et de transparence. Et donc ça on en revient notamment à la question de l'usage de l'IA. Donc le projet il est assez ambitieux parce qu'il y a énormément d'acteurs comme vous pouvez le voir, il y en a 43, enfin plus d'une quarantaine en tout cas. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a deux typologies d'acteurs. Il y a d'une part le monde des médias, donc ce sont les utilisateurs, donc ça va être des producteurs de contenu, des radiodiffuseurs. Il y a aussi diverses entités qui travaillent sur tout ce qui est archivage des données des médias. Et de l'autre côté, vous avez des entreprises de services numériques très variées, depuis la phase d'infrastructure, les couches basses du numérique, jusqu'aux couches hautes. Je vais pas les citer, vous les voyez qui apparaissent sur l'écran. Quand on parle de data space, on parle de confiance, de sécurité, de toutes les briques qui permettent ça. Comment on s'assure justement de la sécurité dans le cadre de cette initiative et de la confidentialité? Alors je vais commencer par dire ce que n'est pas Thames. Et je pense que ça pourrait se généraliser à certains autres data space. Thames, c'est pas une infrastructure centralisée de stockage de données. C'est pas ça son rôle. En fait, libre à chaque utilisateur, à chaque média, de choisir où il va héberger ses données, donc ou bien dans ses propres infrastructures, ou bien auprès d'un acteur tiers. Je le précise parce qu'il y a encore de la confusion autour de cela. Donc Thames, c'est bien pouvoir fournir une plateforme décentralisée. Ça veut dire derrière permettre à chaque utilisateur et permettre un cadre dans le secteur des médias avec des codes bien établis de façon à promouvoir et permettre ce partage des données. Donc, une fois que j'ai dit ça, pour répondre à la question, il y a plusieurs briques, et on peut passer en fait au slide suivant. Il y a plusieurs briques qui permettent cela. Je pense que ce qui est important d'avoir en tête, c'est le dénominateur commun, c'est la souveraineté des données. On en revient bien là. Et derrière cela, ensuite, vous avez plein de mécanismes qui sont complémentaires. Je ne vais pas tous les commenter. Il y a bien évidemment tous les mécanismes de sécurité. Il y a aussi un sujet qui est très important, qui est autour de l'identité numérique. Donc derrière l'identité numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire moi, utilisateur, je veux m'assurer qu'à tout moment, d'un point A à un point B, mes données en fait transitent comme je le souhaiterais. Je souhaite aussi m'assurer de la gestion du consentement, de l'authentification des différents acteurs en fait qui peuvent intervenir autour de cela. Et c'est notamment une des briques que Orange Business développe autour de ce qu'on appelle Live Identity Wallet. C'est ce qu'on a développé dans le cadre d'AgriConsent au profit en fait de Hack Data Hub. Donc cette idée, c'est de pouvoir combiner des technologies, notamment à base de blockchain, et qui permettent de s'assurer de l'identité personne morale et personne physique. Voilà, les deux. Un autre exemple que je voulais quand même partager, alors on ne le voit pas forcément là, c'est la question de la transparence. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc dans le cadre du projet Thames, il y a une notice de transparence autour de l'intelligence artificielle et de la propriété intellectuelle qui a été développée, notamment par Panodyssée. Et derrière, l'idée, c'est de pouvoir aussi mettre en lumière quand un média utilise l'intelligence artificielle, qu'il puisse expliquer comment il l'a utilisée et à quelle fin.
Et ce point, en fait, il est très important et on va le voir notamment dans les différents cas d'usage qui sont développés autour de ce risque de désinformation. Alors justement, c'est en cours, en projet, mais il y a déjà des cas d'usage qui sont envisagés. Peut-être qu'on peut revenir sur quelques-uns de ces cas d'usage. Oui, alors donc il y a 8 cas d'usage aujourd'hui qui sont prévus dans le cadre du projet TEMS. Je ne vais pas tous les détailler. Moi, je veux juste profiter là de cette instance, parce qu'on a parlé beaucoup des cas d'usage, on va encore en parler. C'est une condition nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Et je le dis, d'autant plus qu'aujourd'hui, Orange Business, alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc Orange Business, c'est la filiale B2B d'Orange, donc on accompagne des entreprises depuis les très petites entreprises jusqu'aux grandes entreprises internationales. On a investi dans Gaia X depuis le début, et on croit en Gaia X. On croit en ce sujet des data space. Maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un vrai sujet autour des modèles économiques. Un vrai sujet, on le voit parce qu'au travers des différentes entreprises et verticales industrielles qu'on peut rencontrer, tout le monde est convaincu que la donnée, c'est un asset stratégique, que la donnée, il faut être en capacité de la maîtriser, de la monétiser, etc. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a identifié les cas d'usage, il y a un sujet de passage à l'échelle. Et ce sujet de passage à l'échelle, il est notamment lié à ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est quel est le modèle économique sous-jacent. Et donc je pense qu'il y a un vrai sujet qui ne pourra pas se faire sans un partenariat public-privé autour de cette thématique. Donc si je reviens sur les quelques cas d'usage dans le secteur des médias, donc tout à l'heure je vous ai parlé de cet enjeu en fait lié et de cette menace qui est liée à la désinformation. Donc il y a un cas d'usage dédié et l'objectif, alors aujourd'hui il y a déjà il y a pas mal de mécanismes qui existent pour lutter contre la désinformation. Il y a des choses très simples comme s'assurer que par exemple un article fait référence à des sources. Donc derrière, il y a ce qu'on appelle le fact-checking, c'est-à-dire s'assurer que les sources en fait sont bien réelles. Il y a aussi des mécanismes qui permettent de faire des comparaisons pour voir le style journalistique et finalement identifier des biais qui reviendraient via l'usage de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un autre exemple. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui. Il y a un point important, donc l'idée c'est aussi de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour lutter contre la désinformation en ayant en tête qu'une IA ça reste bête. Et je pense que ça c'est important aussi de le dire, c'est-à-dire que l'IA c'est un outil au service, à notre service et pas l'inverse. Et si je reprends Sébastien, puisqu'on était dans la thématique, un exemple, si on demande à une IA générative de partager la recette de l'omelette aux œufs de vache, va vous donner la recette. Voilà. Et c'est testé. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est aussi important d'avoir ça en tête. Un autre exemple qui est intéressant dans les cas d'usage, qui est en fait, et qui s'adresse plutôt aux ad tech, donc les entreprises de médias qui génèrent de la publicité ciblée. Donc là, il y a un cas d'usage qui vise à s'assurer que cette génération de publicité est respectueuse de la vie privée. Donc ça veut dire derrière avoir recours à des informations autour des cookies, etc., mais dans le respect de la confidentialité, des données personnelles, etc. Aujourd'hui, on sait tous qu'il y a énormément de données qui sont détournées à des fins qui ne sont pas la finalité première finalement de ces publicités. Quelques mots rapides sur où on en est du projet et puis quelles sont les prochaines étapes là. Alors, donc, le projet, il a été notifié par la Commission européenne. Donc ça a mis du temps quand même parce que vous voyez, il y a énormément, le consortium, il est très large. L'objectif, c'est de pouvoir avoir des livrables assez concrets en 2026, mais on est dans un modèle que je vais qualifier d'incrémental. C'est-à-dire qu'au gré des différents cas d'usage et du niveau de maturité aussi des développements sous-jacents, on pourra avoir quand même des premières briques avant 2026.
avant 2026. Et dans les bénéfices escomptés, est-ce qu'on voit déjà des choses? Alors, je vous ai donné quelques exemples, donc on ne part pas de zéro. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, en fait, il y a plusieurs ingrédients. On voit qu'il y a plusieurs ingrédients là qui sont liés notamment à cette nécessité de lutter contre la désinformation. Donc, je vous ai mentionné le développement d'outils ou l'amélioration d'outils numériques. Ça, c'est un premier exemple. Il y a le sujet de la transparence qui est aussi très important. Il y a la collaboration. Ça, je pense que c'est un point primordial sur ce sujet de data space, c'est la collaboration entre des utilisateurs et aussi des fournisseurs de services numériques. Et c'est d'ailleurs un des objectifs de Gaia X, notamment. Il y a peut-être il y a 2 points que je n'ai pas mentionnés. C'est la question de la réglementation, de la régulation. Et c'est finalement derrière pouvoir avoir aussi des mesures coercitives pour que, par exemple, des entreprises qui œuvrent sur les réseaux sociaux puissent être respectueuses en fait et puissent mettre des mécanismes de vérification des fake news. Et autre point qui n'est pas technique et qui est de mon point de vue aussi sociétal, c'est la sensibilisation. L'acculturation, c'est-à-dire être en capacité à tout un chacun de comprendre que les informations qu'il peut voir passer sur Internet, elles ne sont pas forcément vraies, authentifiées. Et ça, je pense que c'est un sujet aussi, je dézoome et je prends un pas de côté, mais même un sujet d'éducation pour finalement les jeunes et nos jeunes enfants qui sont de plus en plus exposés à cela, qui voient énormément d'informations, et je pense qu'il faut aussi qu'on puisse leur expliquer que les informations qu'ils voient ne sont pas toujours justes. Merci. Alexandre, on va parler immobilier. Alors c'est un secteur dont on parle beaucoup. Qui est d'actualité, effectivement, qui vit une crise. Peut-être quelques mots en préambule sur ce qu'est Verlingue Immobilier avant de rentrer dans le vif du sujet. Avec plaisir. Alors nous sommes courtiers d'assurance, on est familial et indépendant avec un ADN fort qui était l'innovation. Moi j'ai le plaisir de diriger la filière immobilière de Verlingue, donc on travaille avec des clients qui sont des professionnels de l'immobilier, donc c'est des syndics, c'est des administrateurs de biens qui gèrent le bien pour le compte d'investisseurs. Et notre produit phare, on va dire, sur cette branche d'activité pour l'immobilier, c'était l'assurance des loyers impayés. Donc on est là pour sécuriser les revenus des propriétaires bailleurs et les indemniser en cas d'impayés de loyer de leurs locataires. On avait plein d'enjeux autour de ce marché. Un qui était un marché qui était vieillissant, un peu poussiéreux, et on a tous eu la volonté, je pense, de vouloir accéder un jour à un logement. Et je visite un bien, je suis tout ému et je me dis il me faut absolument, je rentre chez moi le soir, j'imagine déjà où je vais pouvoir poser mes meubles, etc. Et là, le parcours du combattant commence, je monte mon dossier, etc. Et je vais en rêver toute la nuit en attendant l'appel fatidique de l'agence immobilière qui va me dire c'est bon, c'est pour vous, vous allez pouvoir rentrer dans le logement. Donc on avait vraiment à cœur de pouvoir révolutionner ce marché, faciliter l'accès au logement au plus grand nombre. Et ce que je vous propose, c'est plutôt, avant de vous faire des grands discours, c'est plutôt de vous présenter une vidéo. Qu'est-ce que Good Lock et comment on a révolutionné, grâce à la data et grâce à MyTrust, notre partenaire, l'accès au logement en France. Vous ne connaissez pas encore Good Lock, mais vous l'adorez déjà. Si, un écosystème qui révolutionne l'accès à la location immobilière, forcément, ça va vous plaire. En tant qu'agent immobilier, vous rêvez du 100% digital et du zéro papier, et vous en avez marre de relancer le candidat locataire pour obtenir ses pièces? Good Lock l'a fait. Mais vous en voulez plus, avec un outil 100% sécurisé, intuitif et qui garantit la solvabilité des locataires. Là encore, Good Lock est là. Oh my Good Lock, dites-moi en plus! Good Lock, c'est un service unique sur le marché de l'immobilier. Un écosystème complet qui vous offre à vous, gestionnaire de biens, un véritable gain de temps. Une sélection des candidats grâce à leurs données collectées et la garantie du zéro faux dossier. Pour les locataires aussi, il n'y a que des avantages. Imaginez-vous dans votre canapé, vous regardez des annonces et en quelques clics, vous réservez un créneau de visite avec l'agence. Et pour déposer votre dossier, plus de version papier, ni de fiche de paie à fournir. Vos données sont instantanément récupérées auprès de votre banque ou des impôts. Le tiers de confiance restitue vos données et paf, en 2 minutes, votre candidature est déposée. Votre conseiller location vous informe que vous êtes l'heureux élu et vous pouvez même souscrire à une assurance habitation ou financer votre dépôt de garantie en 2 clics. Facile, non ? Et chérie on the cake, ce système de certification immédiate sans aucun risque de fraude ouvre aussi l'accès au logement à des profils souvent exclus. Pas mal, non ? Alors si vous rêvez d'une good location,
mais que vous n'avez pas toujours la good luck, passez sur Goodlock, un service développé par Verlingue, spécialiste de l'assurance des pros de l'IMO. Voilà ce qu'est Goodlock et on va rentrer bien sûr tout de suite dans le détail. Tout à fait. Et paf, comme dit la vidéo. Donc, D'accord. comment quelle est l'idée, comment voilà, vous êtes. comment On avait l'idée, parlé je veux du. bien qu'on aille sur le Pardon, style. on avait parlé en préparant Voilà. cet entretien des En points fait, de douleur et de. Voilà, il y avait plein de points de douleur et je le disais sur le marché de la location et l'accès au logement en France. Déjà, l'accès au logement, c'est déjà, je vais sur une annonce, je vais sur des sites d'annonces, Se Loger, Le Bon Coin, Bien Ici ou d'autres annonces. On avait aussi des clients, des clients professionnels de l'immobilier qui avaient une multiplication des outils digitaux parce qu'on a dans le monde de l'immobilier un environnement de la PropTech qui est hyper dynamique, donc il y a des startups qui se sont créées de manière très nombreuse et on s'était dit aussi, nos clients, si on continue comme ça, dans quelques années, ils vont devoir ouvrir 10-12 logiciels métiers pour pouvoir commencer à pouvoir travailler le matin et donc on voulait pouvoir fédérer au sein d'un même écosystème un différent panel de services. On se rendait compte aussi que nos clients maniaient beaucoup de données personnelles ultra confidentielles. Quand je fournis mes fiches de paye, mon avis d'imposition, ma carte d'identité, mon RIB parfois auprès d'une agence immobilière par le biais de boîtes mail non sécurisées, là je me retrouve en zone de risque. Et on a vu une peur grandissante aussi des candidats locataires sur ce point-là parce que finalement, j'ai pas visité, je dois envoyer toutes mes pièces de solvabilité. Qu'est-ce que vont devenir ces pièces, comment elles vont être détruites si je ne suis pas sélectionné, etc., etc. Et on était pris, le locataire est pris dans un sentiment aussi de se dire si je ne fais pas, finalement, je n'ai pas accès au logement. Donc, voilà, dans une situation d'entre-deux, voilà. On avait des clients qui se sont fait attaquer aussi leur boîte mail. Il y a une augmentation des cyberattaques, donc qui se sont retrouvés avec des demandes de cyber-rançon, leur montrer les dossiers de location, en disant voilà, si vous ne nous donnez pas, monétisez pas les choses, on va mettre sur le web les données de vos locataires, etc. Donc on voulait vraiment aussi accompagner nos clients à lutter contre ce risque. On avait aussi un enjeu, nous, qui était fort sur l'assurance des loyers impayés. C'est la seule assurance en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut cotiser une assurance de loyer impayé, mais on sait si on était assuré le jour du sinistre. Parce que la charge de la responsabilité de la sélection repose sur un professionnel de l'immobilier. Et donc, je peux dormir tranquille en tant que propriétaire, payer ma cotisation tous les mois, mais finalement, me voir exposer à un refus de prise en charge de l'assurance de loyer impayé pour une mauvaise sélection du candidat, parce qu'il n'aurait pas répondu à des critères, il était en CDD, il était intermittent du spectacle, etc. Donc on voulait vraiment apporter une sécurité aussi aux professionnels en donnant une acquisition immédiate de la garantie d'assurance. Et bien sûr, notre volonté, c'était de pouvoir gagner du temps et faire gagner du temps à nos clients, faire gagner du temps dans l'expérience aussi aux candidats locataires, pour le mettre au profit du service client et au profit de leur propre croissance. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on a créé Goodlock, et on va le revoir dans le parcours. Alors je le disais tout à l'heure, c'est le parcours du combattant, je vois l'annonce. On a créé aussi, mais je vais vraiment focuser sur la partie data, mais on a créé aussi l'agenda de l'immobilier, c'est-à-dire finalement, pas le droit de dire ça, mais le Doctolib de l'immobilier, c'est-à-dire de mon canapé, je vais pouvoir réserver un créneau de visite avec l'agence et pas attendre 9h le matin de pouvoir prendre mon téléphone et d'appeler, être sûr qu'on va décrocher le téléphone pour pouvoir avoir accès à ce rendez-vous de visite. Bien sûr vient après la visite et on va dire tout le cœur de réacteur et tout ce qu'on a travaillé avec MyTrust, c'est vraiment le cœur du réacteur, c'est la partie montage du dossier de location. Et là, on a eu un choix qui était ambitieux, c'est de faire une expérience qui était totalement nouvelle, qui n'existait pas sur le marché français. C'est de proposer 3 parcours aux candidats locataires. Le premier, c'était d'accéder à sa donnée bancaire. Alors ça, c'était le saut dans le vide. Ça ne s'est jamais fait sur le marché français. Alors, on peut le faire pour le crédit immobilier. Je vais pouvoir donner effectivement accès à mes relevés de compte pour avoir accès à un crédit immobilier. Pas de souci. Accès à mes données bancaires. Voilà, donc on le verra après sur les métriques et on a été tous agréablement surpris du résultat. Deuxième parcours, c'était accès à la data en ligne, finalement, et au service de l'État, c'était les impôts, la CAF et l'URSSAF, de pouvoir récupérer de la donnée fiable et 100% sécurisée. Et après, on n'a quand même pas voulu être trop disruptif sur le marché, on a laissé quand même une petite brique qui était Dossier Facile, qui est une start-up d'État qui permet de pouvoir monter un dossier de manière plus traditionnelle. Je dépose mes fiches de paye, mais là sur un espace qui est sécurisé et non pas par le biais de boîte mail. Ensuite, bien sûr, vient le temps de la sélection, et après, voilà, toute la rentrée dans le logement, la signature du bail, l'état des lieux d'entrée, etc. Je vous propose de focuser chaque parcours et voir comment ça se passe dans l'expérience que vit le candidat locataire. Donc, il réceptionne avant visite ou après visite, ça va être vraiment dans l'organisation et dans le choix de l'agence, un mail pour lui dire, voilà, lui proposer ces 3 parcours. Donc, le 1, le parcours bancaire, le 2, le parcours en ligne, et le 3, dossier facile, que vous avez vu, on a mis un peu plus petit, pour vraiment promouvoir avec MyTrust les 2 premiers parcours. Sur le parcours 1, donc c'est l'accès aux données bancaires, là c'est la révolution, c'est-à-dire finalement
on va proposer au locataire, donc on intervient, et MyTrust intervient en tant que tiers de confiance non intrusif, et ça c'est vraiment un élément important. Donc on va dire de manière précise au candidat locataire, voilà ce qu'on va regarder sur vos comptes bancaires. On n'est pas là pour aller dans un détail qui est hors norme, mais on doit aussi nous tenir compte d'exigences du marché, de l'encadrement de cette profession qui est réglementée, hein, l'immobilier. Et donc une fois qu'il a validé, donc il donne un premier consentement. Donc ce premier consentement va lui donner accès à sa banque, d'accord? Donc il va sélectionner sa banque, hein, de manière rapide, et comme il va le faire pour un achat en ligne, hein, on va dire qu'il est à la BNP, il va recevoir une notification sur son téléphone portable en disant, comme pour un achat en ligne, MyTrust Good Luck souhaite accéder à vos données de revenus, et donc il va le valider comme un achat en ligne. De manière quasiment instantanée, c'est-à-dire en 30 secondes, on va récupérer toute la donnée qu'on a vue dans le premier écran, et on va lui restituer cette donnée, hein, pour qu'il puisse donner son dernier consentement, et nous dire, ok, au vu des données, effectivement, ça correspond bien à ce que vous m'aviez évoqué dans mon premier consentement, j'accepte de partager cette donnée avec l'application, et nous, de manière instantanée, elle va rentrer dans notre calcul pour pouvoir permettre de dégager une capacité locative au candidat locataire. Et donc ça, c'est de manière instantanée, ce qui veut dire en traduction qu'en moins de 2 minutes, un dossier de location est fait, sans fiche de paye, sans avis d'imposition, sans rien, avec une donnée qui est totalement sécurisée, avec un tiers de confiance qui est non intrusif et de manière précise. Sur le deuxième parcours, là, on va vous faire vivre en temps réel, hein, et c'était important pour nous de se dire finalement comment je vais le vivre en tant que locataire. Et on va le voir tout de suite dans cette vidéo. Donc là, on est bien effectivement sur le choix, donc il va choisir l'accès à ses services en ligne, donc c'est-à-dire les services de l'État, pour pouvoir permettre d'ouvrir les bons applicatifs métiers. Il va nous décrire sa situation. Donc là, on est sur quelque chose de simple, hein, il est salarié de manière traditionnelle, donc on va lui demander de pouvoir ouvrir ses impôts. Donc il va se connecter au service, hein, voilà. Donc après, il a plusieurs effectivement manières de le faire. Soit il se connecte via son identifiant fiscal, soit via France Connect aujourd'hui, qui s'est largement démocratisé, hein, pour l'accès à la donnée. Donc là, on va rentrer dans notre exemple le numéro fiscal, hein, on va le voir tout de suite. Voilà. Et ce qui est important effectivement aussi de souligner, c'est qu'on a une augmentation très forte des faux dossiers à la location en France. On l'a dit tout à l'heure dans l'introduction, le marché de la location en France est extrêmement tendu, hein, et donc l'augmentation des faux dossiers aujourd'hui a explosé. Donc voilà, donc là on est au port des impôts, on est en train de vérifier que les identifiants de connexion sont les bons, bien sûr tout est crypté, tout est sécurisé, on ne garde rien. Donc là ça y est, on est dans les impôts, on est en train de récupérer toute la donnée revenu du candidat locataire qui est présente sur l'avis d'imposition, qui aurait pu être finalement fournie de manière papier, hein, vous auriez livré en papier. Donc là voilà, on est en train de récupérer cette donnée. On la récupère, on récupère également avec le prélèvement à la source le flux mensuel de revenus des entreprises, hein, pour pouvoir permettre de reconstituer les 3 mois de revenus. Ça y est, les données sont récupérées, le locataire vérifie la conformité de ce qu'on a pu obtenir et il accepte de partager. Et là, ça y est, son dossier de location est monté et nous, c'est suffisant ensuite pour pouvoir restituer une capacité locative au professionnel de l'immobilier, valider ou non l'entrée dans le logement, au choix bien sûr. Voilà. Le troisième, donc il reçoit son mail effectivement de confirmation. Le côté professionnel, il visualise l'ensemble des dossiers, puisqu'après il va faire un choix. Hein, ce qu'il faut se dire aussi, qu'on a donné l'accès au logement, et c'est là l'enjeu sociétal qui est fort, c'est qu'on a favorisé l'accès au logement à des publics qui étaient exclus. Quand je dis des publics exclus, c'est quoi? C'est des intermittents du spectacle. Hein, moi, j'avais fait le tournage de la vidéo promotionnelle de Good Luck. J'ai le caméraman limite qui s'est arrêté de tourner en disant mais j'ai voulu avoir accès au logement il y a 6 mois en arrière, ça a été le parcours du combattant pour moi, je suis arrivé avec mes 40 fiches de paye sur 3 mois, vous pensez bien que face à un dossier classique avec 3 fiches de paye, j'avais aucune chance d'accéder au logement. Et on m'a demandé une caution bancaire de 12 mois, etc. etc. Et là il m'a dit, mais moi tout de suite je donne accès à mes données bancaires, tout de suite. Et donc ça nous a rassuré aussi de se dire, on tient le bon prisme. Je pense aux intérimaires, je pense aux CDD, je pense aux travailleurs non salariés également, qui ont moins de 2 ans d'activité, voilà, qui ont pris des enjeux personnels, hein, à créer leur société. Finalement que nous on excluait du parcours, en tout cas au niveau de l'assurance des loyers impayés, qui avait des difficultés d'accès au logement. Donc le choix est fait, il retient de retenir le locataire, donc ça c'est le professionnel qui le fait peut-être en échange avec un propriétaire bailleur, donc il va retenir son locataire, derrière le dossier est retenu, et de manière instantanée, effectivement le candidat locataire va avoir une confirmation comme quoi il est choisi, et que ça y va être l'heureux élu, hein, pour l'appartement. Derrière bien évidemment on remet un certificat complet qui va redonner l'ensemble des données que nous avons pu avoir lors de cette collecte et de la collecte de cette data. Et après, ce certificat vaut également engagement, hein, d'acquisition de garantie d'assurance de loyer impayé. Alors aujourd'hui, c'est un écosystème, vous l'avez vu, qui est 100% digital, 100% sécurisé, qui répond aux normes RGPD qui étaient
plus ou moins bien appliquées dans le monde du immobilier. Hein. Aujourd'hui, moi je m'amuse souvent à dire aux professionnels de l'immobilier, mais est-ce que vous supprimez les dossiers de location de vos candidats locataires non sélectionnés? La réponse elle est non. Donc vous cherchez dans une boîte mail, 3 ans après vous allez retrouver un dossier de location finalement pour lequel un locataire n'a jamais accédé au logement. Notre enjeu social, c'est de faciliter l'accès au logement des candidats locataires. Je vous l'ai expliqué, hein. C'est les intérimaires, les intermittents du spectacle, des CDD par choix de vie, des personnes qui sont mutées dans d'autres régions, qui font le choix de changer de région. C'est le zéro faux dossier à la location. Hein, en France, c'est un fléau. Hein. Les faux dossiers à la location, c'est une explosion. On a un marché de l'immobilier qui est tendu. On a 40% du baisse du taux de rotation dans les logements en France, dû au problème de transactions immobilières. Hein. Donc les personnes se maintiennent dans les logements. Pour accéder au logement, quand j'ai 2-3 refus, je ne vais pas faire de faux, mais je vais, de manière un peu pragmatique, me dire je vais y aller parce qu'à un moment, il faut bien que j'accède au logement et donc je vais un peu maquiller ma fiche de paye. Et puis on a vu aussi des structures se monter sur Internet, sur des réseaux comme Telegram, où pour 150 €, vous avez un faux dossier à la location aujourd'hui en France. Avec même des personnes qui sont capables de décrocher au téléphone et s'assurer que c'est bien l'employeur, etc. Donc c'est un vrai fléau. Et nos professionnels de l'immobilier ne sont pas armés et équipés aujourd'hui pour pouvoir éradiquer les faux dossiers à location. Donc on est l'outil qui permet, avec MyTrust, de pouvoir éradiquer les faux dossiers à location en France. Le zéro refus d'assurance, j'en ai parlé. Et bien sûr, c'est aussi de faire améliorer l'expérience de service aux locataires. Imaginez-vous, je pense que tous dans l'Assemblée, vous avez, soit pour vos enfants en tant que garant, soit pour vous-même, dû monter un dossier de location. Là, c'est une expérience qui, en moins de 2 minutes, vous avez monté un dossier de location. Donc, gain de temps à tous les niveaux, et on limite aussi l'exposition en responsabilité civile pour nos clients. Voilà. Pour finir, peut-être, on va donner quelques métriques. En effet, toujours utile. Voilà, je vais bien sur le dernier slide. Voilà, donc on se lance en juillet 23, donc on est, je dirais, un peu précurseur, on saute dans le vide en juillet 23. Tout de suite, on a rapidement les professionnels de l'immobilier qui nous ont suivis. Parce qu'il faut savoir que l'immobilier, c'est un monde qui est dynamique, mais qui est en train de vivre sa mutation digitale aussi, et qui a mis du temps à la vivre. Le monde bancaire, on l'a vu, ça s'est fait de manière assez rapide. Maintenant, dans notre poche, on peut prendre un crédit IMO de manière très facile, et sans pour autant rencontrer son conseiller bancaire. L'immobilier est en train de vivre sa révolution. Donc on a aujourd'hui plus de 200 professionnels de l'immobilier qui l'utilisent au quotidien. On a plus de 70 000 locataires qui ont fait une certification via le parcours de Goodlock. Et ça, c'est les données qui sont extrêmement intéressantes. Parce qu'on tablait dans nos échanges avec MyTrust sur 10-15% des candidats locataires qui allaient finalement donner l'accès à leurs données bancaires. On est à 38% des candidats locataires qui donnent accès à leurs données bancaires. Et ça, c'est pour nous un gage de succès. C'est de se dire, finalement, cette norme marché qu'on souhaitait mettre en place sur le marché français, elle fonctionne. Alors, on est sur un public qui est plus jeune. Moi, je me souviens, il y a 10 ans en arrière, si je n'avais pas le petit cadenas pour faire un achat en ligne, je paniquais. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a notre carte bleue dans notre iPhone, on se libère, je dirais, sur tout ça. Et puis quand on voit les choses qui s'accélèrent sur les faux dossiers, sur les fausses annonces où je vais me faire usurper potentiellement mon identité, donc c'est aussi un gage. 54% sont passés par parcours données locataires, donc ça, c'est avec les impôts, la CAF et l'URSSAF, et finalement que 8% ont fait le choix du parcours classique, de déposer sa candidature de manière traditionnelle. Un autre chiffre important, c'est 1 minute 56. C'est le temps moyen de connexion d'un candidat locataire entre le moment où il reçoit un lien sécurisé et le moment où le professionnel obtient sa certification. C'est-à-dire que demain, si on veut faire vivre l'expérience la plus positive possible, limite de l'appartement, je peux faire le choix de choisir le locataire directement sur place, parce que tout est bien sûr irresponsive des iPhones ou Android accessible. 55 minutes, c'est le temps gagné par dossier pour un agent immobilier. D'accord ? Donc c'est le temps passé à relancer les pièces, à analyser le dossier, à aller vérifier que ce n'est pas un faux avec les moyens qu'il a à sa disposition, appeler un employeur, etc. Pour nous, ça a été aussi 2 points importants, c'est qu'on est à plus de 516% de croissance en affaires nouvelles aujourd'hui sur le monde de l'assurance des loyers impayés. Donc on a vraiment les professionnels qui adoubent le système et qui viennent chez nous aujourd'hui, chez Verlingue Immobilier, pour Goodlock. On a gagné le trophée d'innovation, c'était le premier trophée pour les professionnels de l'immobilier, donc sur le volet innovation, et on a remporté plus récemment le trophée de l'assurance sur le volet innovation service par rapport au système de certification Goodlock. Merci Alexandre. Merci à vous. Thierry, je me tourne vers vous maintenant. Alors on parlait mutation et digitalisation du secteur de l'immobilier, peut-être en préambule pour le secteur agricole, où on en est justement de la digitalisation,
Oui, j'ai les slides, hein, tout est là. Ça arrive. Bonjour à tous. Avant de présenter les chiffres et puis de parler de cas d'usage dans le monde agricole, je voulais quand même adresser un message particulier aux équipes d'AgData Hub au nom de toute la profession agricole qui vivent un moment difficile et qui représentait pourtant et qui représente toujours d'ailleurs un espoir, un grand espoir pour les agriculteurs d'avoir un outil qui permette de sécuriser la propriété des données et tout ce que ça représente en matière de souveraineté alimentaire dont on parle depuis quelques temps et particulièrement depuis le mois de janvier dernier où on a commencé à se mobiliser et plus récemment on se remobilise notamment dans le cadre du Mercosur avec tous les enjeux que ça représente pour la souveraineté et les enjeux géopolitiques pour notre pays. Voilà, donc ça c'était les propos liminaires. Maintenant, pour parler d'agriculture, je suis agriculteur d'abord, je suis aussi élu à la FNSEA en charge de toute la dimension numérique de notre métier. J'ai un parcours en fait, j'ai créé une start-up, j'ai participé à la fondation de la ferme digitale, qui est une association de start-up. Donc en fait, je viens aussi de ce monde quand même de la donnée ou du numérique. Et c'est aussi pour ça que notre président comptait sur moi pour aider aussi la profession en tant qu'élu à progresser sur ces sujets-là. L'agriculture française, c'est 400 000 fermes, exploitations agricoles, à interconnecter avec 85 000 partenaires, aussi bien en amont, des distributeurs de matériel agricole, des concessionnaires, des coopératives, ou en aval, où on retrouve les mêmes coopératives, où on retrouve des filières industrielles. Voilà. Alors, par quoi ça se manifeste ? Peut-être un mot, c'est traçabilité. C'est le gros enjeu en fait de nos exploitations et de la qualité de nos productions, c'est d'arriver à tracer un épi de blé, ou en tout cas un kilo de farine ou une baguette de pain, d'où elle vient, comment on l'a produite, pourquoi elle est de si bonne qualité et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on voit bien que le consommateur, et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur les fake news, c'est que le consommateur a besoin d'être rassuré. Et comment rassurer un consommateur et de garantir à la fois aussi la souveraineté des données ? Eh bien, c'est grâce aux intermédiaires de données et grâce à la mise en œuvre du Data Act et de tout ce que ça représente, notamment pour les données professionnelles. Je vais prendre un exemple sur notamment la géopolitique, parce que moi, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Vous savez qu'on a un constructeur de matériel agricole qui s'appelle John Deere. John Deere, il y a des tracteurs John Deere dans quasiment toutes les fermes aujourd'hui. Ces tracteurs sont connectés. Il y a une petite puce qui envoie des données dans le cloud. Ces données sont captées par le constructeur à vocation normalement de donner des informations à l'utilisateur du tracteur. Mais en réalité, imaginez vous êtes le 15 octobre. Vous avez une info qui arrive qui vous dit que vous avez un tracteur qui roule à 5,5 km/h à peu près à tel endroit et qui fait un parcours. Bon. Et bien cette donnée-là peut être suffisante pour qu'aux États-Unis, John Deere arrive à communiquer avec son gouvernement pour lui dire qu'en France, comme il y a 300 000 tracteurs qui sont en train de rouler à 4,5 km/h, il y a tant d'hectares de blé qui ont été semés dans cette journée. Parce que le 15 octobre, quand il y a un tracteur qui roule à 5,5 km/h, je peux vous garantir qu'il est en train de semer du blé. Vous voyez, en fait, donc il suffit de pas grand-chose pour que la souveraineté des données devienne fondamentale. Et ça, c'est notre enjeu, nous, en tant qu'agriculteurs. On est producteurs de blé, mais on est producteurs de données. Et ces données ont une importance capitale pour assurer la pérennité de notre métier, mais aussi pour notre État, pour vous qui êtes consommateurs, quand vous allez faire vos courses dans un supermarché. Parce que si demain, et c'est les enjeux du Mercosur, on n'arrive pas à contrôler en fait cette souveraineté agricole, et ben en fait les producteurs brésiliens n'importeront pas 100 000, 200 000, mais 4 millions de tonnes de poulet, on ne mangera plus que du poulet brésilien nourri aux hormones, etc., etc. En fait tout ça, et s'il y a une guerre, je ne parle même pas de ce scénario-là,
on sera complètement dépendant de gens. Voilà. Donc vous voyez les enjeux que ça représente. Ça, il faut vraiment en être conscient. On voit bien, hein, moi j'ai passé la nuit, pas cette nuit dernière, mais celle d'avant, sur le pont à Villacoublay pour interpeller notre président sur cette importance-là. On voit bien, quand les gens passent en voiture, pourtant on les enquiquine un petit peu quand même, qu'on a un vrai soutien de la population sur ces sujets, parce qu'ils comprennent bien en fait ce que ça représente. Donc voilà, pour revenir un peu à nos fondamentaux, mais ça plante un peu quand même le décor de ce que représente l'intermédiation de données. Vous avez eu le temps de lire en même temps ce qu'il y a sur la slide, pendant que je donnais des éléments de contexte. Et je pense qu'on peut passer à l'étape d'après sur des cas d'usage. Alors, je me fais un peu le porte-parole d'AgDataHub, hein, parce que ce sont des outils qu'ils ont créés. Ça me permet aussi d'interpeller, en espérant qu'ils nous entendent, les gens qui sont dans les organes d'État, pour rappeler en fait ce que représentent les enjeux en fait du financement de ces structures, du financement de l'intermédiation de données, et pourquoi on doit le faire, pourquoi ça a une importance fondamentale. AgDataHub a mis en place un outil qui s'appelle le portefeuille électronique, et il faut savoir que depuis le mois de janvier, quand on était en manifestation, parmi nos demandes, qui étaient nombreuses, hein, il y en avait beaucoup, mais il y avait quelque chose qui revenait beaucoup, c'était la simplification. Parce que l'agriculteur, il a beau générer beaucoup de données, son métier, c'est de produire. Voilà. Juste un chiffre, mais aujourd'hui, un agriculteur, il a 10 fois plus de personnes, je parle au niveau des fonctionnaires, qui lui tournent autour qu'il y a 30 ans. Parce qu'on a beaucoup moins d'agriculteurs et beaucoup plus de fonctionnaires. Donc en fait, ça veut dire que tous les fonctionnaires demandent de plus en plus, enfin, ou tout ce qui tourne autour demande de plus en plus d'informations. Et comme il n'y a pas de système qui facilite ça, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on demande, eh ben, on doit donner non seulement de plus en plus d'informations, et à de plus en plus de gens. Et tout ça, ça prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Merci. Donc en fait, la simplification, c'était une demande importante de la profession. Si on ne veut pas nous donner plus d'aide, au moins qu'on nous simplifie un peu la vie. Le portefeuille numérique permettait en fait d'accélérer ou permet, parce que c'est le cas aujourd'hui, permet d'accélérer ça. Parce qu'on va pouvoir créer un identifiant unique d'une exploitation agricole, qui est différent d'un identifiant unique pour une personne physique, parce qu'on est sur une entité morale. Donc en fait, ça demande d'interconnecter aussi les services de GatePI, avec ProConnect par exemple, pour pouvoir créer un identifiant unique. Et cet identifiant unique permet en fait d'aller s'interconnecter avec tous les dispositifs. Alors tout à l'heure, vous en avez parlé, ça va être l'URSSAF, etc. Alors, nous, ça va être la MSA, ça va être les services de Télépac, de l'ASP pour les services de paiement de l'État, mais pas que. On va interconnecter les laboratoires, on peut interconnecter en fait les 85 000 personnes qui tournent autour de 400 000 exploitations. Et ça fait beaucoup. Donc je pense qu'on peut passer à la slide après. Et je vais prendre un exemple concret qui est celui de la filière bas carbone. Vous savez qu'en France, on produit du carburant, du biocarburant, qui est important parce que c'est quelque chose qui se renouvelle et qu'en plus permet de capter du carbone. Donc c'est plutôt bien d'avoir ces filières biocarburants et qui sont plutôt bien pour l'environnement et pour beaucoup de choses. On a en fait les filières agricoles et les associations spécialisées ont travaillé d'arrache-pied pour pouvoir créer une prime bas carbone. Parce que l'objectif c'était de dire, et d'ailleurs les gens, le grand public disait attention, c'est bien, vous produisez du biocarburant, mais vous utilisez du carbone, vous émettez du carbone pour produire ces biocarburants. Donc c'est bien, mais c'est pas bien. Donc en fait, ils ont travaillé pour dire, ok, on peut mettre en place une prime bas carbone pour produire du carburant et forcer les agriculteurs à produire du carburant qui est bas carbone. Et pour les inciter à ça, on va leur donner une prime. Sauf qu'en fait, pour donner cette prime, les modèles de calcul qui permettent d'émettre cette prime sont très complexes et demandent beaucoup de données. Et on en arrivait à un truc où en fait, quand
la prime qu'obtenait l'agriculteur lui coûtait plus cher à produire que de la toucher. Et là, en fait, on avait touché le bout du système. Donc, en fait, grâce à ces outils d'intermédiation et d'agrégation des données, eh bien, on va pouvoir connecter le logiciel de l'exploitation, le laboratoire, les données du laboratoire, les données de Télépac, etc. Et ça, en appuyant sur un bouton comme vous le faites chez vous, et ben en fait, on arrive à générer, quand on l'a fait une fois, une année, et ben en fait, on le fait automatiquement tous les ans. Et ça génère automatiquement la prime bas carbone, qui représente, c'est pas beaucoup d'euros à la tonne, c'est très faible. Mais en fait, si vous avez qu'à appuyer sur un bouton et que vous faites bien le job, autant la toucher, voilà, et qu'elle vous ait rien coûté à produire. Donc voilà les enjeux, la simplification, la souveraineté des données et la souveraineté alimentaire derrière, les enjeux géopolitiques, etc. Moi, j'interpelle souvent le gouvernement, les ministères, sur ce sujet-là, qui est de dire, attention, la France a besoin d'avoir une maîtrise de sa souveraineté alimentaire par le biais de la donnée, par rapport à nos concurrents, qui, eux, ont très bien compris comment ça fonctionnait. Et je suis le premier à demander, par exemple, à ce qu'on ait un leader européen dans le machinisme agricole, parce que la donnée provient beaucoup du matériel agricole, pour pouvoir capter et récupérer au niveau européen ces données agricoles qui sont d'un enjeu fondamental pour la stabilité, et même pour la stabilité mondiale, parce qu'on sait que l'Europe a un pouvoir fort de pouvoir stabiliser le monde. Voilà. Merci pour ces échanges passionnants. Je suis sûre qu'il y a des questions, donc c'est le moment. Il y a une question là-bas. Bon, je pense qu'on peut vous entendre, non? Non, ça va, le micro arrive. Merci. Bonjour, Jérémy Nusa pour Open Data Trust. J'ai une question pour Madame Auré. Donc, merci beaucoup pour ce data space sur la question en fait, des fake news. Je pense que c'est très intéressant. Au-delà du sujet technique qui est d'utiliser l'IA pour ou contre les fake news, je pense que la question qu'il y a derrière aussi, c'est la question de la gouvernance. Et comment est-ce qu'on fait pour empêcher un acteur en fait, justement d'avoir une action négative sur cet impact? Donc, comment est-ce que vous implémentez, vous, dans votre structure, ce genre de choses pour empêcher une prise de contrôle, en ayant en tête, par exemple, l'exemple d'Elon Musk sur Twitter? Alors bon, tout d'abord, je reprécise juste, donc le projet TEN, c'est vraiment un projet avec beaucoup d'acteurs. Hein. Orange Business est un des contributeurs, mais voilà, il y a énormément d'acteurs. Alors sur votre question, ça rejoint le point de conclusion que j'avais partagé et qui est le sujet de la régulation, qui n'est pas forcément à la main d'un acteur comme Orange. Orange, en fait, est impliqué sur un certain nombre de questions autour de la régulation, et ça fait partie de notre rôle. Maintenant, si je prends votre cas précis sur Elon Musk ou certains acteurs du numérique, en tout cas les réseaux sociaux, ça dépasse un acteur comme Orange. Ça se joue au niveau, typiquement au niveau des instances comme la Commission européenne, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et votre question, c'était sur l'IA, en fait, le recours à l'IA. Du coup, ça serait... Comment est-ce que vous avez un système de gouvernance qui vous permet d'empêcher une prise de contrôle sur les outils que vous avez déployés pour éviter de les retourner contre leur objectif initial? Ah oui, d'accord. Donc c'est considérer qu'un acteur tiers malveillant pourrait utiliser des solutions d'Orange, c'est ça, pour les détourner? Ensuite, il y a différents mécanismes. Alors on a tout ce qui tourne autour de la cyberdéfense. Donc on a Orange Cyberdéfense qui met en place un certain nombre de systèmes de chiffrement, etc. On a aussi, je pense, une force qui est notre réseau. En fait, le réseau, pour les opérateurs télécoms, c'est devenu un capteur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au travers des différents SOC, des cyber-SOC qu'on met en place, on peut voir des tendances sur des activités cybermalveillantes, mais qui dépasseraient même l'activité d'un opérateur télécom. Dans certaines régions du monde, ou certaines régions de tension, ou limitrophes, en fait, ces capteurs, en fait, ce réseau, aujourd'hui, il peut mettre en évidence la préparation d'activités malveillantes. Donc ça, c'est pour la partie prévention.
Et en fait, c'est une des réponses à votre question finalement, c'est-à-dire qu'en préventif, on peut le voir. Ensuite, je pense qu'il faut toujours être très humble sur ces questions-là, dire que le risque zéro n'existe pas. Donc, on met différents mécanismes techniques qui permettent de prévenir. Sur la question de la gouvernance, il y a aussi la collaboration qui est hyper importante, et derrière les partenariats. Je pense que ça, c'est un point très important, c'est-à-dire considérer aujourd'hui qu'un acteur seul peut tout gérer, c'est un vœu pieux. Et donc, au travers des partenariats, la complémentarité, des briques qu'on peut apporter, etc., c'est une autre réponse. Donc, la question, elle n'est pas simple. Je ne peux pas vous donner une réponse toute simple en vous disant on a une gouvernance parfaite. Et on peut agir au niveau technique, opérationnel, au travers aujourd'hui des assets que l'on a, pour au moins se prémunir ou prévenir des situations à risque potentiel. Une dernière question. Oui. Ça va aller plus vite. Merci. Moi, j'aurais. Il faut que ce soit bien. Il faut appuyer sur le bouton. Voilà, c'est bon. Merci. Excusez-moi, Maxence de Merlet, je suis la directrice numérique du MEDEF. J'ai une question pour Monsieur Thierry Desforges. Effectivement, nous, on est assez sensible à cette problématique de remontée de données au travers d'objets connectés qui permettent de collecter, pas seulement dans le monde agricole, mais de la donnée aussi, peut-être au travers d'outils industriels. Est-ce que vous pensez, parce que c'est la réflexion, j'allais dire, proactive et constructive que nous aussi on soutient, la création d'espaces de données, est-ce que vous avez aussi une approche un peu défensive qui est potentiellement d'essayer d'appeler au fait que des données qui seraient considérées comme sensibles devraient être stockées dans un cloud dit souverain, enfin le mot n'est peut-être pas tout à fait adapté, mais en tout cas à l'abri de possibilités d'appréhension par des législations des territoires internationaux hors UE. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous défendez et est-ce que, voilà, ça m'intéresse aussi parce qu'il y a le mode, je vais dire, positif, offensif, et il y a le mode aussi un peu défensif, et quelquefois, quand il s'agit de la souveraineté des données, il faut agir sur les deux plans. Alors, nous, à la FNSEA, notre métier, ou en tout cas notre rôle, c'est pas de créer des outils. Notre rôle, c'est de défendre les intérêts des producteurs. Et des filières, évidemment. C'est pour ça qu'on a des associations spécialisées, on en a beaucoup, qui travaillent sur tous les secteurs, et qui vont dans chaque secteur intervenir aussi bien au niveau de la puissance publique, mais au niveau européen aussi quand c'est nécessaire, pour pouvoir coordonner en fait les réponses que doivent apporter les gouvernements sur des sujets aussi précis que celui que vous avez évoqué. Donc évidemment, on est à la manœuvre sur cet aspect défensif pour protéger la donnée agricole, mais en fait, on a eu des échanges souvent avec Sébastien sur ces sujets-là. Vous imaginez bien que demain, si on n'a pas le Data Hub, qu'est-ce qu'on a à la place? On a des GAFAM, parce que les GAFAM, eux, ça leur coûte pas cher en fait de créer ces outils-là. Donc en fait, l'enjeu, il est quand même fondamental. Et on est bien à la manœuvre, on sait bien ce qu'on fait. On n'y arrive pas toujours parce que pour quelques enjeux budgétaires, est-ce qu'on a toujours bien compris où étaient les problématiques? Mais l'enjeu, il est là quand même. Si je puis me permettre, je me permets de rebondir, parce que pour moi, il y a deux sujets très intéressants, et merci pour votre intervention. Quand on parle de données sensibles et de souveraineté des données, souvent, on pense à des données hyper régaliennes dans le secteur de la défense, de la sécurité, etc. Et on a tendance à oublier, l'exemple que vous avez donné est criant, en fait, que les données sensibles, ça peut être tout simplement, entre guillemets, les données qui sont générées par une machine-outil et en fait, qui partent à l'autre bout du monde. Donc ça, je pense que c'est un point important. Il y a encore beaucoup à faire autour de cela. Et sur le deuxième point sur ta question, Maxence, ce qui n'est pas évident, c'est qu'aujourd'hui, on est, alors de façon très globale, je vais utiliser un mot qui n'est pas du tout beau, on passe sur de la SaaSification. C'est-à-dire que tout passe sur du cloud public, en mode SaaS, et que finalement, aujourd'hui, vous achetez un service qui est packagé. C'est-à-dire que l'agriculteur, il va acheter sa machine, excusez-moi, je ne les connais pas suffisamment, sa moissonneuse-batteuse, mais associé à ça, il va acheter aussi la puce qui est connectée et qui va directement dans du cloud. Donc il y a un sujet derrière aussi, mais quelle est l'offre alternative, entre guillemets, qui permettent en tout cas d'avoir cette protection des données, cette souveraineté et au travers du cloud.
Et c'est pour ça qu'on demande, moi je demande voilà, la création d'un outil souverain pour pouvoir être maître de toutes les données qu'on peut émettre d'un traiteur. Bon, c'est la dernière question. C'est pour rebondir ça, parce que nous, dans le BTP, on a exactement le même cas. Hein. Ça ne s'appelle pas John Deere, ça s'appelle Caterpillar. Et, alors, c'est américain. Exactement. Mais le premier responsable, ce sont aussi quand même les constructeurs, hein, qui ont dit la donnée, on s'en fout. La donnée numérique, on s'en fout. Puis d'un coup, ils s'aperçoivent que ça leur revient contre eux. Mais il y a le premier élément, c'est un premier élément. Il y a le deuxième élément qui est plus grave que ça. C'est que quand vous construisez le Pentagone français ou construisez une gare, etc., l'IoT qui est à l'intérieur dévoile des aspects stratégiques d'infrastructures stratégiques. Et comme il y a un troisième élément, c'est qu'on a à faire face à du tech qui est en position dominante, il n'y a pas d'autre solution si on veut se positionner en concurrent, en situation d'égalité pour discuter avec des acteurs qui sont en situation de positionnement dominant du marché, de passer par un intermédiaire de données qui permet d'unifier d'une part le marché et surtout d'avoir une réponse unique et forte par rapport à ça. Mais c'est intéressant parce que nous, on espérait très fort avec Digitalter s'appuyer sur vos outils avec Data Hub pour pouvoir démarrer notre activité. Merci à tous et nul doute que les échanges vont se poursuivre. Merci aux intervenants.